Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Slava Ukraini, et c'est un film événement qui sort demain sur tous les écrans. C'est votre témoignage d'un an de guerre. C'était le 24 février 2022 lorsque Poutine a lancé ses forces armées à l'assaut de l'Ukraine. Aujourd'hui, le discours de Poutine était anti-Occident, était belliqueux. Comment vous voyez la suite de ces événements ? Il était moins belliqueux que pathétique, j'ai trouvé. C'était un discours de vaincu. Vaincu par le courage des Ukrainiens, vaincu par la détermination sans faille des alliés de Zelensky, vaincu par ses propres troupes. Une des choses que je montre dans Slava Ukraini, dans mon film, c'est que les Russes ne vont pas au combat, que ce sont de piètres soldats, de mauvais combattants, que lorsque les Ukrainiens décident de donner l'assaut, les Russes reculent. Donc j'ai trouvé aujourd'hui que c'était au contraire un discours de vaincu. Oui, même s'il dit on ne pourra jamais battre la Russie sur le plan militaire. Mais ça s'appelle en bon français une rodomontade. Pour l'instant, moi je sais ce que j'ai vu. J'ai vu la Russie battue sur le plan militaire à Kharkiv, à Izium, à Korovyar, à Kherson, qui était sa principale prise de guerre, la ville de Kherson, qui faisait dans le sud du pays, et où ils se sont repliés sans combattre. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai filmé, c'est que entre les soudards drogués à la vodka des milices Wagner d'un côté et les soldats citoyens de l'Ukraine de l'autre, il n'y a pas photo. C'est les seconds qui l'emportent chaque fois, depuis septembre, depuis que j'ai recommencé à filmer le nouveau film, Slava Ukraini, c'est ça la loi. Ce sont les soldats patriotes, les soldats européens, c'est-à-dire les Ukrainiens, qui, aujourd'hui, jusqu'à ce jour, gagnent. Oui, même s'il dit, Vladimir Poutine, qu'il y a une sorte de russophobie. Il accuse l'Occident de vouloir détruire la Russie. Pour l'instant, c'est la Russie qui est en train de détruire l'Ukraine, parce que ça, c'est le revers de la médaille. L'Ukraine que j'ai découverte, l'Ukraine que j'ai filmée, l'Ukraine que j'ai arpentée avec mes camarades pendant des mois, c'est un pays dévasté. Il faudra des centaines de milliards de dollars pour reconstruire cette Ukraine. Voilà. Alors que jusqu'à nouvel ordre, je n'ai jamais entendu quiconque en Occident menacer en quoi que ce soit la Russie. Ni l'OTAN, ni aucune des puissances occidentales n'a jamais menacé de quelque action offensive que ce soit la Russie de Poutine ou d'un autre. C'est faux. Oui, il y a aujourd'hui un risque de troisième guerre mondiale. On voit que Poutine veut sortir du traité de réduction des armes nucléaires. Est-ce qu'il y a vraiment ce risque d'embrasement ? Il y a un risque d'embrasement si Poutine gagne. C'est ça la vérité. Si Poutine, ce qu'à Dieu ne plaise, l'emportait, c'est-à-dire si le reste du monde, et notamment tous les tyrans du monde, devaient se dire un gars qui viole les frontières, qui fait du chantage au reste du monde, qui menace de l'arme nucléaire, il a ce qu'il veut, mais attendez, tous les tyrans de la planète vont se dire c'est le moment, on va faire pareil. Et ceux qui n'ont pas d'armes nucléaires, tous les pays qui n'ont pas cette ressource de faire le chantage au nucléaire, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre les bouchées doubles quand ils auront l'argent pour se doter de cette arme devenue magique. C'est une autre raison qui fait que Poutine doit perdre, qu'il faut qu'il perde. Sinon, l'exemple sera terrible. N'importe quel pays despotique, qui a des velléités territoriales sur son voisin, se dira mais on va à tout prix, dans les 5 ans qui viennent, se doter d'armes de destruction massive, et ça sera sans réplique, on a ce qu'on veut. Donc, le risque d'embrasement, le risque déjà de prolifération nucléaire, le risque d'embrasement et le risque de troisième guerre mondiale, il existe si Poutine l'emporte, ou si même il sort de sa défaite la tête haute. Il faut qu'il soit battu à plat de couture. Oui, l'image de Biden et Zelensky à Kiev, pour vous, c'est une image vraiment historique ?
Bien sûr. Oui. D'abord, c'est une image totalement sidérante. Il y a un miracle Biden, hein, cet homme que l'on donnait pour sénile, endormi, disait Donald Trump. Quelle allure, quelle tenue, quelle noblesse, quel courage, franchement. Un président des États-Unis qui fait ce voyage-là, rappelez-vous, le président de la France, François Mitterrand, allant à Sarajevo, c'est l'équivalent en bien plus dramatique encore, en plus tragique encore. Donc bien sûr que c'est une image historique. Et c'est une image... Et vous savez, dans ce genre d'histoire, c'est image contre image. Mettez à côté de ces images-là, magnifiques, mettez les images de carton-pâte de Poutine, terré dans son Kremlin ou dans sa datcha, qui sort 2 fois par an, figé, momifié, avec ses généraux terrorisés. Mettez les deux images face à face. Il n'y a pas photo, là non plus. La victoire, la vie, elle est du côté de ce vieil homme et de ce jeune homme. Elle n'est pas du côté de ce zombie qu'est Poutine. Donc là aussi, il a perdu. Les images, c'est un film absolument exceptionnel qui s'appelle Slava Ukraini, que vous signez Bernard-Henri Lévy. C'est la suite. Regardez. C'est le 3 millième missile tiré sur l'Ukraine depuis le 24 février. The Russians still making the same mistake as the Germans in World War II, killing innocent people. І ми стоїмо великою міцною стіною між країною-фашистом Росії і частиною Європи. Nous n'avons besoin ni d'hommes ni de courage, mais de canons. Слава Україні! Нашим солдатам слава, слава, слава! C'est un film combat, engagé. C'est un film qui est, j'allais dire, qui assume comme ça pour vous, qui est aussi un moyen comme ça de réveil. Oui, c'est un film qui est fait parce que je sais que les opinions se fatiguent, se lassent, que l'esprit de résistance s'émousse. Donc c'est un film pour lutter contre ça, bien sûr, et pour montrer à mes compatriotes français, européens, pour montrer et l'abomination de cette guerre. Je l'ai vécu un peu de l'intérieur, j'ai partagé la vie de ces civils bombardés, de ces familles brisées, de ces femmes dont la vie est détruite. J'ai passé du temps. Et puis leur montrer aussi ces grands chevaliers européens que sont ces champions d'Europe, que sont les combattants ukrainiens qui incarnent le meilleur des grandes valeurs de l'Europe. Au fond, ce tout jeune président Zelensky, c'est un père refondateur de l'Europe. Il y avait les pères fondateurs, Schuman, Jean Monnet, tout ça. Il y a un père refondateur, c'est ce jeune homme, et c'est ce que montre ce film. Donc j'ai voulu montrer tout ça, mais de l'intérieur, j'étais sur le terrain, j'y ai passé du temps, j'ai brisé le pain, j'ai partagé des jours et des nuits avec ces femmes et ces hommes. Et le film, il est le résultat de ça. Oui, on va voir des images, par exemple, vous êtes sur le terrain, et là vous rencontrez, vous entendez ces témoignages, cette population très humble qui vit cet enfer. Regardez, ce sont des images de votre film, Bernard-Henri Lévy. Ces colonnes de fumée, là où tombent les roquettes russes. Les rues, puant le sang qui a tourné, et la charogne. Ce silence de pierre brûlée qui rappelle les derniers jours du siège de Sarajevo.
et ma sidération quand partout, dans ce quartier de l'académie pédagogique, je ne vois que la mystérieuse présence de la mort. C'est incroyable ces images, Bernard-Henri Lévy. Ça, c'est la ville de Bakhmout, celle dont on parle maintenant beaucoup depuis quelques semaines. C'est au mois de novembre, c'est le début de la bataille de Bakhmout. Enfin, le début, on est déjà bien engagé. Moins violent, moins intense qu'aujourd'hui, mais enfin, c'est les mêmes. C'est les miliciens Wagner et les commandos tchétchènes de Kadyrov qui sont en face. Et la ville, vous l'avez vu, elle est vide de ses habitants. Voilà, c'est une ville de mort. Et là aussi, j'ai voulu montrer ça. Et montrer là aussi, sans grand spectacle, en prenant le temps. Voilà, en prenant le temps. Et les images, elles sont plus longues encore dans le film. Ceux qui iront voir le film les découvriront. Mais voilà, le fameux Bakhmout dont on parle beaucoup, voilà à quoi ça ressemble. Et je voudrais que les spectateurs qui iront au cinéma voient cette ville de Bakhmout, s'ils veulent bien, avec mes yeux. Oui, et avec ce regard que je disais de cette population, des femmes par exemple, des combattants. Là par exemple, là il n'y a plus de femmes. Bakhmout, lorsque j'y vais, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. C'est une ville déserte, une ville fantôme. Il reste quelques vieillards qui ne savent pas où aller, qui ne sont pas capables de se déplacer, que des volontaires étrangers incroyablement courageux vont ce jour-là chercher pour essayer de les convaincre de se laisser évacuer. Mais dans ce quartier-là, il n'y a plus personne. Les gens sont morts ou ont fui. Il y a des bombes qui tombent, mais pour rien. Stratégie de la terre brûlée. Il y a eu la stratégie du charnier, les Russes qui ont fait du charnier délibéré. Pas parce que c'est des soldats perdus qui, dans leur fuite, tuent les gens qui sont sur leur passage. Charnier pour effrayer, charnier pour terroriser. Et après, il y a la stratégie de la terre brûlée. Et ça, c'est le quartier de Bakhmout que vous avez vu au moment où j'y entre avec mon ami Marc Roussel, c'est lui qui est à la caméra. Oui, et quand je dis de l'émotion, parce qu'effectivement, cette population affronte cela. On y voit de vieilles femmes qui perdent tout. On y voit des familles qui perdent les êtres les plus chers. Et on y voit aussi des gens qui veulent combattre, qui ne se laissent pas aller. Moi, c'est une des choses qui m'ont frappé et que j'ai aimé, honnêtement. C'est ces hommes et ces femmes, parce que dans l'armée ukrainienne, contrairement à l'armée russe, où il y a des repris de justice, des pédophiles sortis de prison contre le fait qu'ils vont se battre et servir de chair à canon, dans l'armée ukrainienne, il y a des femmes et des hommes citoyens. Et ils sont radieux, ils sont magnifiques, ils sont bouleversants, ils sont courageux. Et ils prennent tous les risques pour défendre des valeurs. Voilà, ils prennent tous les risques, ils prennent le risque de mourir. Et sur toutes les lignes de front où je les ai accompagnés, j'ai été impressionné par leur bravoure calme. Pas la bravoure, là encore, de la rodomontade, pas le roulage de mécanique. Une bravoure qui prend ses précautions, qui économise sa force, mais qui, lorsque le moment vient de la déployer, le fait. Oui, et la mort est là. On voit certains. La mort est partout. Dont on sait qu'ils vont allons mourir. Bien sûr. Chaque soldat, vous savez, d'ailleurs, c'est une des choses dont on se remet assez mal après un film comme celui-là. C'est qu'évidemment, on a croisé des gens. J'ai croisé des centaines de soldates et de soldats. Quelques-uns d'entre eux sont devenus des bons camarades et quelques-uns de ces camarades sont devenus des amis. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre à Paris ? On passe son temps à prendre des nouvelles. On se réveille chaque matin, pour les quelques-uns qui sont devenus des amis, avec la peur au ventre, à Paris, qu'il leur soit arrivé quelque chose, qu'ils aient été victimes d'un bombardement dans la nuit, et on prend des nouvelles, et certains sont morts. Et il y a une scène d'ailleurs dans le film. On revient sur une ligne de front où on était il y a quelques mois, et le commandant, sur son téléphone portable, il retrouve un selfie qu'on a fait tous ensemble avec toute l'unité quelques mois plus tôt. Et il fait le décompte des morts. Parmi ses camarades, l'unité, avec qui on avait fait le selfie, qui étaient des camarades de fête, on a passé 3-4 jours avec eux. Eh bien, froidement, le pauvre,
il nous désigne ceux qui ne sont plus là. Des jeunes hommes, des jeunes femmes, dans la force de l'âge, avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai blagué, avec qui j'ai partagé des casemates, et dont j'apprends qu'ils ont été fauchés par la guerre. Ben, une scène comme celle-là, ça fait un drôle d'effet. Ça vous laisse pas totalement intact. Oui. Lorsqu'on entend encore aujourd'hui Vladimir Poutine parler de dénazification de l'Ukraine, on voit des scènes dans ce film, vous rencontrez cette communauté juive. Ce sont des scènes absolument poignantes. Et je rencontre la communauté juive, pas n'importe qui et pas n'importe où. Je rencontre le Rav Ben Noun, qui est le gardien du tombeau d'un des plus grandes figures de la pensée juive européenne, Rabbi Nachman de Braslav, dans la ville de Ouman. C'est une figure immense de la pensée juive, et c'est une ville immense dans le paysage de l'imaginaire et de la pensée juive. Et demandez-lui à lui si les Ukrainiens sont des nazis. Il vous rira au nez. Les Ukrainiens qui ont élu à 75% le président Zelensky, les Ukrainiens qui ont célébré Hanouka il y a quelques semaines sur la place Maïdan avec une gigantesque menorah où tous se sont retrouvés, tous les Ukrainiens, parler de cette Ukraine-là comme d'un pays qui aurait besoin de se faire dénazifier et d'une bêtise et d'une ignorance insondable. Moi, je prétends pas être plus malin, mais je prétends au moins connaître. Je me suis renseigné, je suis allé voir. Alors, c'est pas fini. Il peut y avoir des antisémites. Mais bien On sûr, pense évidemment au commando Azov. Mais il y a des... Oui. Attendez. D'abord, il y a des antisémites partout. Ensuite, un travail de mémoire et un travail de deuil, il faut du temps pour le faire. Là, en Ukraine, ça a commencé en 91, parce que jusqu'en 91, c'était l'Union soviétique, là, il n'y avait rien. Donc, évidemment que c'est pas terminé. Mais par exemple, le bataillon Azov, c'est un des lieux où ce travail-là, sur la mémoire antisémite, a été fait. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les procédures... Parce qu'il y avait au début, en 2014, bataillon Azov, c'est un bataillon qui s'est formé en 2014. Il n'y avait pas d'armée ukrainienne. Les Russes prennent la Crimée. Et à ce moment-là, à la va comme je te pousse, on fabrique une armée. Et il y a un bataillon d'élite qui s'appelle Azov, où il y a de tout, de la droite, de la gauche, et des antisémites. Bien. Je peux vous dire que le nettoyage a été fait. Et les critères aujourd'hui d'admission dans le bataillon Azov sont tels que le suprémaciste américain tatoué, le partisan d'America First ou le néo-nazi européen, on lui dit non et on le met dehors. Voilà. Il y a eu ça, mais c'est terminé parce que les gens ont entamé et ont largement mené ce travail de mémoire et de deuil. Oui. Qu'est-ce qui se joue au fond dans cette guerre ? On entendait encore une fois Poutine qui parlait de la dérive de l'Occident, discours parfois pour dire homophobe aussi d'une certaine manière. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans cette guerre ? Il se joue... Moi, j'aime pas parler de guerre de civilisation, et c'est Poutine qui en parle. C'est Poutine qui dit que lui, Poutine, il fait la guerre à la civilisation occidentale décadente. Bon, mais si on accepte d'entrer une seconde dans cette logique-là, là où il y a décadence, là où on envoie des salopards, des ivrognes, des gens sans morale se battre à la place des soldats, c'est en Russie. C'est la Russie qui envoie les miliciens Wagner en première ligne. Et les miliciens Wagner, si c'est pas des décadents, si c'est pas des immoraux, je me demande qui l'est. De l'autre côté, vous avez des Européens, des gens qui croient aux valeurs libérales et aux valeurs démocratiques. Globalement. Alors, il y a une droite, il y a une gauche, il y a une extrême droite, il y a une extrême gauche, bien sûr. Il y a beaucoup d'ailleurs qui soutiennent Poutine en France, oui. Non, mais je parle de l'Ukraine. Oui. Alors, par ailleurs, vous avez en France un parti Poutine qui recrute à peu près partout sur l'échiquier politique. Mais ce qui se joue en Ukraine, c'est d'un côté cette armée ukrainienne qui a, encore une fois, largement engagé ce travail sur sa propre mémoire criminelle. Et c'est de l'autre côté une Russie qui nous explique par la voix de ses plus hauts dignitaires et responsables que Hitler avait du sang juif,
Par exemple, hein, c'était le porte-parole ou le ministre des Affaires étrangères, je ne sais plus, il y a quelques mois, qui envoie des missiles sur le mémorial de Babi-Yar, et ainsi de suite. Voilà ce qui se joue en Russie. S'il y a du nazisme quelque part, s'il y a du fascisme quelque part, hélas, il est du côté de la Russie. Oui, mais est-ce qu'on peut entendre Emmanuel Macron qui dit aussi « il ne faut pas humilier la Russie ». On ne veut pas la destruction, c'est ce qu'il dit. Ah ben, oui. Personne ne veut la destruction de la Russie. Les Ukrainiens ne veulent pas non plus la destruction de la Russie. Est-ce que c'est un message qu'on peut envoyer à Vladimir Poutine, ça? Le message qu'il faut envoyer à Vladimir Poutine et que le président français lui envoie, c'est qu'on est avec l'Ukraine. Parce que l'Ukraine se défend pas seulement elle-même, elle nous défend nous, les Européens. Elle est notre première ligne, l'Ukraine, dans cette guerre que Poutine a déclarée à l'Occident soi-disant décadent, à l'Europe soi-disant vermoulue. Dans cette guerre-là, la première ligne, la ligne de défense, elle est au Donbass. Voilà. Le cœur de l'Europe aujourd'hui, comme avant, autrefois, il y a 80 ans, on disait « est-ce qu'on va mourir pour Danzig ?» Aujourd'hui, la question, c'est qu'il y a des gens qui meurent pour le Donbass. Et ils meurent pour le Donbass, parfois ce sont des confrères, à vous, des journalistes, parce qu'en effet, le sort de l'Europe, donc le sort de la paix, donc un peu le sort du monde, se joue dans le Donbass. Ces endroits où nous sommes là, avec Roussel, Herzog et ma petite équipe de caméramans et de camarades, ces endroits où nous sommes avec des noms à coucher dehors, dont j'avais moi-même jamais entendu parler, Koroviar, Sloviansk, Kupiansk et tout ça, ce sont les capitales de l'Europe aujourd'hui parce que ce sont les lieux où se joue sa frontière et son futur. Et Macron le dit bien, ça. Oui, on voit des images dans ce film où, évidemment, en 2014, vous adressez à ce peuple ukrainien sur la place de Kiev. Et à ce moment-là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se jouer. Évidemment, à ce moment-là, Zelensky, c'est une sorte, vous le dites, de Coluche. Vous ne voyez peut-être pas ce qui va arriver, mais au fond, vous sentez qu'il y a quelque chose de fort. Il y a deux moments où j'ai senti il y a ça, 2014, où en effet, j'ai l'immense honneur de me voir demander de m'adresser à cette foule. Il y a 100 000, 200 000, peut-être 500 000 personnes sur la place Maïdan. On me demande de venir leur adresser quelques mots. Et en effet, je leur dis ce qui est dans le film, à savoir que quelque chose de terrible se prépare, que cela se prépare pour l'Europe et que c'est ici, en Ukraine, sur le Maïdan, que ça se joue. Et j'ajoute, vous, peuple du Maïdan, vous n'avez pas peur de Poutine. Nous, vieux Européens, nous en avons peur. C'est le monde à l'envers. C'est comme ça que commence mon film, par ce discours au Maïdan. Puis un deuxième moment où j'ai vraiment senti un truc, qui est aussi dans le film, c'est ma première rencontre avec Zelensky, dont je produis les images dans Slava Ukraini. Et là, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que je m'attends, comme tout le monde, à trouver un Coluche en train de réussir, un comique qui a décidé de jouer président et qui est peut-être en train de gagner. Je sors du rendez-vous en me disant, c'est pas Coluche, ça va être Reagan, parce qu'il va être élu et que ce sera un bon président. Et je ne me doute pas que c'est non seulement pas Coluche, mais que c'est pas non plus Reagan, que ça va être Churchill. Voilà. Ouais. Et ce passage de Coluche à Churchill via Reagan, chez ce comédien, c'est une des choses les plus énigmatiques et les plus fortes de cette guerre. Oui. Je parlais tout à l'heure du miracle Biden, ce vieux monsieur doublure d'Obama qui est en train de devenir un héros. Il y a aussi un miracle Zelensky, Coluche, Reagan, Churchill. Oui. Est-ce qu'on peut parler de vous une minute, Bernard-Henri Lévy? C'est un film qui s'ajoute évidemment à d'autres, des combats de toute votre vie. On a l'impression que celui-là est presque celui qui résume tous les combats de votre vie, de philosophes engagés, d'hommes de terrain, qui pensent qu'il faut pouvoir modifier les choses, qu'un film peut-être peut changer les choses, mais qu'au fond, vous ne cesserez jamais de vous battre. D'abord, je ne cesserai jamais de me battre, c'est certain, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est que je crois en effet à la théorie du grain de sable. Je crois que même quand on a l'impression que tout est perdu et que les grosses machines de l'histoire sont en train de nous broyer,
un grain de sable peut arrêter la machine à broyer. Et un film, celui-là ou un autre, ça peut être ce grain de sable. Donc je crois qu'en effet, un film, mais ça peut être aussi un livre, n'importe, peut être un grain de sable qui arrête la machine à broyer. Un homme peut parler de Zelensky. Premier discours de Zelensky, je raconte ça aussi dans mon film. Premier discours, premier mot de Zelensky au début de la guerre. Quand le monde entier le donne pour écraser, quand Biden lui propose de l'exfiltrer et qu'il répond « Je suis désolé, je ne vous ai pas demandé un taxi, je vous ai demandé des fusils », cette phrase-là, c'est un grain de sable. Ça, personne ne l'attend. Ça dérègle tout. Le peuple s'enflamme, cette flamme devient une résistance d'airain, cette résistance d'airain impressionne le reste du monde, et puis au bout de la chaîne, on a la momie Poutine en train de se liquéfier. Voilà, donc je crois à ça. Et ma toute petite, minuscule contribution, c'est ce grain de sable qu'est, je l'espère, Slava Ukraini, le film tourné ces 6 derniers mois sur le terrain, sur les lignes de front, au contact des combats et au contact des populations civiles victimes de ces combats. Oui. Au fond, est-ce qu'il y a une communauté du malheur depuis la Seconde Guerre mondiale et qu'au fond, qui mérite qu'on se batte pour elle ou qu'on se sente frères et sœurs? Quelque part, dans tous les combats de votre vie. Moi, c'est mon cas. Moi, je pense qu'il y a une internationale des malheureux, des damnés de la terre, comme a dit un grand auteur avant moi, ou des ébranlés, comme disait le dissident tchèque Jan Patočka. Il y a une internationale des ébranlés. Mais dans le cas de l'Ukraine, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement la fraternité naturelle et née de l'empathie. C'est que je crois qu'en Ukraine se joue non seulement notre humanité, non seulement notre compassion, mais se joue notre intérêt. Je crois vraiment que dans le monde d'aujourd'hui, où il y a toute une série de petits et de grands tyrans qui veulent prendre leur revanche sur l'Occident, il y a la Chine, il y a la Turquie néo-ottomane, il y a l'Iran qui veut se doter de l'arme nucléaire, il y a Daesh et ceux qui les soutiennent, les talibans, et il y a la Russie. Ça, c'est la partie qui se joue aujourd'hui. Si on laisse l'un d'entre eux, en l'occurrence Poutine, montrer qu'il est le plus fort, montrer qu'il peut nous mettre à genoux, alors je crois vraiment que ce sera la fin de l'Europe dont nous sommes les fils, vous et moi, quelques-uns de ceux qui nous écoutent, et même ceux qui ne sont pas en Europe par le sol, mais ceux qui sont en Europe par l'esprit. Vous savez, un des plus grands philosophes européens, Edmund Husserl, disait que l'Europe, c'est une catégorie de l'esprit. On est européen quand on croit aux Lumières. On est européen quand on croit à l'universel. On est européen quand on croit aux droits de l'homme. C'est pas une question de territoire, être européen. Il y a une Europe de l'esprit dont se réclament des gens d'un bout à l'autre de la planète. Eh bien, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui dans ce Donbass d'Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de mon empathie, c'est la raison pour laquelle j'ai passé 6 mois de ma vie, 1 an avec les premières images que j'ai tournées au début de l'année, sur ce terrain, à m'empoisonner la vie, à me crever la santé et à tourner ce film. Merci Bernard-Henri Lévy. Il s'appelle Slava Ukraini, ce film. Et tous ceux qui l'ont vu en sont sortis absolument bouleversés. C'est un film absolument exceptionnel. Slava Ukraini. Bernard-Henri Lévy était notre invité. Merci. Merci.